Chapitre 12. Nécromancie. Plus je descendais vers le sud, plus le froid augmentait. La pluie se changea bientôt en neige, j'étais fatigué, et j'aurais préféré rentrer directement à la maison de l'épouvanteur, seulement j'avais promis à Alice d'aller d'abord le voir, et j'avais l'intention de tenir parole. La voir, pardon. Lorsque la ferme de la lande apparut, il faisait déjà nuit. Le vent était tombé et le ciel était éclairci. La pleine lune ouais, c'est ça. La pleine lune, réverbérée par la neige, donnait au paysage un éclat inhabituel. Au-delà du domaine, le lac était un sombre miroir où se reflétaient les étoiles. La maison elle-même était plongée dans le noir. En hiver, les fermiers du comté se couchent de bonne heure, aussi cela ne m'étonna pas. J'espérais cependant qu'Alice aurait pressenti mon retour et qu'elle mettrait le nez dehors pour m'accueillir. Je sautai une barrière et traversai un champ pour rejoindre le groupe de bâtiments délabrés. Une étable se dressa devant moi. Intrigué par un bruit insolite, je m'arrêtai devant le portail ouvert. Quelqu'un pleurait. Je franchis le seuil et les bêtes s'agitèrent nerveusement. Je fus aussitôt choqué. Ah, punaise. Merci beaucoup, Léon, ça fait plaisir. Je franchis le seuil et les bêtes s'agitèrent nerveusement. Je fus aussitôt suffoqué par la puanteur. Ce n'étaient pas les chaudes émanations. Ce n'étaient pas les chaudes émanations animales, ni celles de la bonne bouse bien saine, mais l'odeur aigre de vaches et de porcs aux intestins dérangés. Ce troupeau était malade et mal soigné. Les choses avaient visiblement empiré depuis les journées que j'avais passées à la ferme. J'eus soudain conscience que quelqu'un me regardait. Je reconnus M. Hurst, assis sur un tabouret à traire, éclairé par un rayon de lune. Ses joues ruisselaient de larmes. Il leva vers moi un visage bouleversé. Comme je marchais vers lui, il se redressa brusquement. « Va-t'en, laisse-moi » cria-t-il en me menaçant d'un poing. Il tremblait de la tête aux pieds. Je fus saisi de le voir dans cet état, car il s'était toujours montré des bon air. Il paraissait désespéré et à bout de nerfs. Je reculai, empli de compassion. Morgan avait encore dû le traiter avec rudesse. Ne sachant trop que faire, je pensais que le mieux serait de parler à Alice. Je traversai la cour, il n'y avait pas la moindre lumière derrière les carreaux, et j'hésitais sur la conduite à tenir. Alice devait me dormir profondément pour n'avoir pas deviné mon arrivée. J'attendis un moment, mon souffle se transformant en vapeur dans l'air froid, puis j'avançai jusqu'à la porte de derrière et toquai 2 fois. Presque aussitôt, la porte pivota sur ses gonds en grinçant, et Madame Hurst passa la tête dans l'entrebâillement, clignant des yeux à la clarté de la lune. « Il faut que je parle à Alice, dis-je. « Entre vite » m'invita-t-elle à voix basse. Je la remerciai et pénétrai dans le hall, secouant de mon mieux la neige collée à mes bottes. Devant moi, je vis les 2 portes. Celle de droite était fermée, mais la porte noire était entr'ouverte, et on devinait à l'intérieur la lueur dansante d'une chandelle. Madame Hurst tendit le doigt. « Vas-y » Je marquai un temps d'hésitation, me demandant ce qu'Alice pouvait bien fabriquer dans la chambre de Morgan, puis je me décidai. L'air sentait le suif. Une épaisse bougie de cire noire brûlait dans un lourd chandelier de cuivre. À l'extrémité de la table, le visage tourné vers la flamme se tenait une silhouette encapuchonnée. Un visage se leva vers moi, la bouche étirée en un sourire sarcastique. C'était Morgan. C'est-à-dire, Totoscule? Moi, j'aime bien toujours. Là encore, mon premier réflexe fut de m'enfuir. J'entendis alors dans mon dos 2 bruits caractéristiques, une porte qu'on claquait et un verrou qu'on tirait. La fenêtre au fond de la pièce était dissimulée par un épais rideau noir. Il n'y avait aucune autre issue. J'étais piégé. Je regardais autour de moi, examinant le carrelage nu. La chaise vide qui semblait m'attendre, il faisait froid. Je frissonnais. L'âtre ne contenait que des cendres grises. « Assieds-toi, Tom, » fit Morgan. « Nous avons à discuter. » Comme je ne bougeais pas, il me désigna le siège en face de lui. « Je suis venu parler à Alice, » rétorquai-je. « Elle nous a quittés, elle est partie voilà 3 jours. »« Partie où ?»« Elle n'en a rien dit. Ce n'est pas une bavarde, Alice. Elle n'a même pas pris la peine de nous annoncer son départ. La dernière fois que tu entrais dans cette pièce, Tom, c'était en voleur.
avec cette fille à tes côtés. Mais oublions ça, tu es le bienvenu à présent. Aussi, je t'invite de nouveau, assieds-toi. En plein désarroi, j'obéis, gardant mon bâton fermement serré dans ma main gauche. Comment avait-il appris notre intrusion? Et Alice, où était-elle allée? Elle n'était tout de même pas retournée à Pendle. J'étais très inquiet pour elle. Levant les yeux, je rencontrai le regard de Morgan. Il repoussa son capuchon, découvrant cette signasse emmêlée qui me parut plus grisonnante que le jour où je l'avais vue à Chipenden. La lueur de la chandelle creusait des lignes profondes sur son visage buriné. Je pourrais... Je pourrais t'offrir du vin, déclara-t-il, mais j'évite de boire lorsque je travaille. Je ne bois pas de vin, Non, tu manges plutôt du fromage, fit-il moqueur. Je ne répliquai rien, et il reprit un air grave. Soudain, il se pencha et souffla la flamme, plongeant la chambre dans une obscurité totale. L'odeur de suif s'intensifia. Il n'y a plus ici que toi, moi et le noir. As-tu le courage de le supporter? Es-tu prêt à devenir mon apprenti? Morgan venait d'employer les mêmes paroles que mon maître dans la cave de la maison hantée de Horchot, où il m'avait emmené le premier jour de mon apprentissage. Il m'avait fait subir cette épreuve pour juger si j'étais ou non du bois dont on fait les épouvanteurs. Lui aussi, il avait prononcé ces mots au moment où la chandelle s'était éteinte. Quand tu es descendu dans cette cave, il était assis dans le coin, n'est-ce pas? Il s'est levé à l'instant où tu t'es approché, poursuivit Morgan. Il s'y prend toujours de cette façon, que ce soit pour toi, pour moi ou pour les 2 douzaines d'autres. Le vieux fou, il est tellement prévisible. Rien d'étonnant qu'il ne garde pas ses apprentis bien longtemps. Vous êtes resté 3 ans, murmurai-je. Oh, tu as retrouvé ta langue, tant mieux. Je vois qu'il t'a parlé de moi. A-t-il employé les termes louangeurs? Pas vraiment. Ça ne m'étonne pas. T'a-t-il expliqué pourquoi j'avais abandonné l'apprentissage? Mes yeux commençant à s'habituer à l'obscurité, je distinguais les contours de sa tête en face de moi. J'aurais pu lui rapporter ce que m'avait dit mon maître à son sujet, qu'il manquait de rigueur et n'était pas fait pour ce travail. Au lieu de ça, je lui interrogeai à mon tour. Qu'attendez-vous de moi? Et pourquoi a-t-on verrouillé la porte? Pour que tu ne puisses pas filer. Ainsi, tu n'as pas le choix. Tu dois rester pour écouter ce que je veux te donner à entendre. Ce sera la première leçon de ton nouvel apprentissage. Tu as déjà eu affaire à des morts, mais je vais enrichir tes connaissances considérablement. Pourquoi feriez-vous ça? Me défiai-je. Monsieur Grégory m'apprend tout ce que j'ai besoin de savoir. Commençons par le commencement, Tom, répliqua Morgan. D'abord les fantômes, que peux-tu dire à leur sujet? Je résolus de me montrer docile. Si je lui permettais d'aller au bout de son idée, peut-être me laisserait-il partir retrouver mon maître. Je récitais donc. La plupart des fantômes restent à proximité de leurs ossements. D'autres hantent les lieux où ils ont souffert ou où ils ont commis un crime. Ils ne sont pas libres de leurs mouvements. Bonne réponse, fit Morgan. Une trace de raillerie dans la... Une trace de raillerie dans la voix, pardon. Bonne réponse, Fit Morgan, une trace de raillerie dans la voix. Je suis sûr que tu as noté tout cela sur ton cahier en bon petits apprentis. Il y a cependant une chose que le vieux fou ne t'a pas enseignée. Il n'en a pas fait mention parce que la question le dérange. Où vont les morts après qu'ils ont rendu leur dernier souffle? Je ne parle pas des spectres ni des fantômes. Je parle des autres. L'immense majorité des morts, les gens comme ton père. À ces mots, je me redressai sur ma chaise, le regard fixé sur Morgan. Qu'est-ce que vous savez de mon père? L'interpellai-je avec colère. Comment avez-vous appris qu'il était mort? Chaque chose en son temps, Tom. Chaque chose en son temps. J'ai des pouvoirs que ton maître ne possédera jamais. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Où sont les morts après leur mort? Selon l'Église, le séjour des morts comporte le ciel, l'enfer, le purgatoire et les limbes. Je n'ai pas de certitude là-dessus, et M. Grégory n'en dit jamais mot. Je crois cependant que l'âme survit.
On m'avait enseigné que le purgatoire était un lieu où les âmes attendaient d'être purifiées avant d'être jugées dignes d'entrer au ciel. Les limbes sont un concept beaucoup plus mystérieux. Selon les prêtres, elles accueillent les âmes des non-baptisés, qui, même s'ils n'ont pas commis de grands péchés, ne sont pas admis au ciel. Qu'est-ce que l'Église en sait? Fit Morgane avec mépris. Voilà le seul point sur lequel nous sommes d'accord, le vieux Grégory et moi. Vois-tu, Tom, des 4 lieux que tu as mentionnés, les limbes sont de loin le plus intéressant pour quelqu'un comme moi. Ce nom vient du latin limbus, qui signifie bord ou marge. Où qu'ils aillent, les morts doivent d'abord traverser cette frontière entre la vie et la mort, et certains ont du mal à y parvenir. Les faibles, les peureux, les coupables reculent, retombent dans notre monde pour devenir des fantômes. Ce sont les plus faciles à contrôler. Même les morts et les justes doivent lutter pour franchir les limbes. Cela leur prend du temps, ce qui me permet de retenir n'importe quelle âme à mon gré, de la contraindre à m'obéir, voire au besoin de la faire souffrir. Les morts ont eu leur vie, pour eux tout est fini. Nous, les vivants, nous pouvons nous servir d'eux. Je veux ce qui me revient, je veux la maison de Chippenden et sa grande bibliothèque où sont enfermées tant de connaissances, et je veux quelque chose d'encore plus important, quelque chose que Grégory m'a volé. C'est un grimoire, un livre de sorts et d'incantations que tu vas m'aider à récupérer. En retour, je t'offre de continuer ton apprentissage sous ma direction. Je t'enseignerai ce que ton maître n'a même jamais rêvé de savoir. Je mettrai un réel pouvoir entre tes mains. Je ne serai pas votre apprenti, répliquai-je avec irritation. Je suis heureux de ma situation. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es libre d'en décider? Retorqua Morgane d'une voix coupante. Il est temps que je te montre ce dont je suis capable. Pour ta propre sécurité, tu vas écouter avec la plus grande attention et garder une parfaite immobilité. Surtout, quoi qu'il arrive, n'essaie pas de te lever. Un profond silence tomba dans la pièce, je me figeai sur ma chaise, comme on me l'avait ordonné. Qu'aurais-je pu faire d'autre? La porte était fermée à clé, et Morgane avait été 2 fois plus grand et plus fort que moi. L'attaquer avec mon bâton aurait été trop risqué. Autant entrer provisoirement dans son jeu tout en guettant l'occasion de lui fausser compagnie. Un bruit léger se fit entendre de l'obscurité. Un froissement, un tapotement évoquant une cavalcade de souris sous les lattes d'un plancher. Le froid s'intensifia, signe que ce qui approchait n'appartenait pas à ce monde. Il me rappela celui que j'avais ressenti dans la chapelle. Soudain, loin au-dessus de nos têtes, une cloche se mit à sonner. C'était un glas lugubre, si puissant qu'il faisait vibrer la table que j'en sentais les trépidantes... Attends. Soudain, loin au-dessus de nos têtes, une cloche se mit à sonner. C'était un glas lugubre, si puissant qu'il faisait vibrer la table et que j'en sentais les trépidations sous mes pieds. Le silence qui suivit fut presque douloureux. J'eus l'impression que mes tympans se bouchaient. Je retins mon souffle, ne percevant plus que les battements sourds de mon cœur et le sang cognant à mes tempes. La pièce était maintenant glaciale. C'est alors que la voix de Morgane monta dans les ténèbres. « Ma sœur » ordonna-t-il, « approche et écoute bien. » Un clapotis retentit, comme si un trou ouvert dans le plafond laissait dégouliner un filet d'eau au milieu de la table. Puis une voix s'éleva. Elle ne pouvait sortir que de la bouche de Morgane, mais c'était celle d'une fille. Aucun homme adulte n'aurait su contrefaire ce timbre aigu et cette modulation plaintive. « Laisse-moi aller, laisse-moi reposer en paix. »« Laisse-moi aller, laisse-moi reposer en paix. » L'eau parut couler plus fort. Il eut les bris d'éclaboussure. « Obéis et tu seras en paix » cria Morgane. « Il y a encore quelqu'un à qui je souhaite parler. Amène-le ici et tu pourras retourner d'où tu viens, un garçon, et avec moi. Dans la chambre, le vois-tu » ? « Oui, je le vois, » répondit la voix. « Il vient de perdre un être aimé, je sens son chagrin. » « Ce garçon s'appelle Thomas Ward, il pleure son père. Convoque ici l'esprit de son père. » Le froid diminua, l'eau cessa de couler. Morgane m'interrogea. « N'as-tu pas envie de lui parler encore une fois ?
J'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir avec lui. Il m'a confié que tous les frères étaient venus lui dire adieu sur son lit de mort. Et toi, tu avais même manqué ses funérailles. Il en était très attristé. Je t'offre une chance de le réconforter. » J'étais abasourdi. Comment Morgan pouvait-il savoir cela? Aussi furieux que troublé, je protestai. « Oh, ce n'était pas ma faute. Je n'ai pas reçu les lettres en temps voulu. » Eh bien, c'est le moment de le dire toi-même. Le froid envahit de nouveau la pièce, puis une voix s'adressa à moi de l'autre bout de la table. À mon grand effroi, je reconnus la voix de papa. Inutile, impossible de s'y tromper. Personne n'aurait pu l'imiter aussi parfaitement. « Il fait si noir, » gémit-il. « Je peux à peine apercevoir ma main devant mon visage. Allumez une chandelle, je vous en prie, allumez une chandelle et je serai sauvé. » Imaginez papa, effrayé, seul dans l'obscurité était insoutenable. J'aurais voulu le rassurer, mais Morgan prit la parole avant moi. « Comment pourrais-tu être sauvé ?» le questionna-t-il d'une voix puissante et impérieuse. « Comment un pécheur tel que toi pourrait-il entrer dans la lumière, un pécheur qui, toute sa vie, a travaillé le jour du Seigneur ?» « Pardonnez-moi, oh pardonnez-moi, Seigneur !» supplia mon père. « J'étais fermier et chaque jour était un jour de labeur. J'ai travaillé à m'en user les mains. Il n'y en avait jamais assez d'heures dans une journée. J'avais une famille à nourrir. Cependant, j'ai payé fidèlement la dîme à l'église. J'ai toujours eu la foi et j'ai enseigné à mes fils à distinguer le bien du mal. J'ai accompli tous mes devoirs de père. » « Un de tes fils est ici, » continua Morgan. « Désires-tu lui parler une dernière fois ?» « Oh oui, s'il vous plaît. Est-ce Jack? Il y a des choses que j'aurais dû lui révéler de mon vivant, des choses non dites que je voudrais lui confier. » « Non, ce n'est pas Jack, c'est ton plus jeune fils, Thomas. » Tom, tu es là? C'est bien toi? Oui, papa, c'est moi. Criai-je une voix étranglée. C'est moi! Je ne pouvais pas tolérer de le savoir dans un tel état de souffrance, perdu dans les ténèbres. Qu'avait-il fait pour mériter ça? Je ne suis pas arrivé à la maison à temps, repris-je, les larmes aux yeux. Je n'étais pas là pour ton enterrement. La lettre de Jack m'est parvenue trop tard. Si tu as quelque chose à lui dire, je lui porterai ton message. Dis-lui simplement que je regrette pour l'affaire, mon fils. Je regrette de ne pas lui avoir tout laissé. Il est mon aîné et la totalité de mes biens lui revenait. Mais j'ai écouté ta mère, dis-lui que je suis désolé pour cette chambre. Les larmes roulaient sur mes joues. J'étais choqué d'apprendre que papa et maman n'avaient pas été d'accord à propos de ma part d'héritage. J'aurais voulu promettre de l'abandonner à Jack. Je devais pourtant tenir compte du désir de maman. Je tentais au moins de rassurer mon père. « Ne t'inquiète pas, papa. Tout ira bien. Je vais en parler à Jack. Cela ne causera aucune dispute dans la famille, je te le promets. »« Tu es un bon garçon, Tom, » répondit-il avec gratitude. « Un bon garçon, vraiment, railla Morgan. C'est le fils que tu as confié à un épouvanteur. Tu as eu 7 fils, et tu n'en as pas offert un seul au service de l'Église. » « Oh, pardon. Aucun de mes fils n'a ressenti la vocation. Aucun n'a désiré devenir prêtre. J'ai fait de mon mieux pour leur donner à chacun un métier honnête. Lorsqu'il est venu le tour du plus jeune, sa mère a souhaité qu'il devienne l'apprenti d'un épouvanteur. J'y étais opposé et nous nous sommes disputés à ce sujet comme jamais auparavant. En fin de compte, j'ai cédé. Parce que je l'aimais. Je ne pouvais l'empêcher de réaliser ce qu'elle avait mis dans ton cœur à mener à bien. J'ai été faible. J'ai fait passer mon amour humain avant mes devoirs envers Dieu. » « Oui, c'est ce que tu as fait, tonna Morgan. Il n'y a pas de miséricorde pour les pécheurs tels que toi. Tu vas désormais souffrir les peines de l'enfer. Sens-tu les flammes commencer à lécher ta chair? Sens-tu monter la chaleur infernale? » »« Non, Seigneur, je vous en supplie, épargnez-moi ce supplice. Je ferai ce que vous voudrez et tout ce que vous voudrez. » Je bondis sur mes pieds fou de colère. C'était Morgan qui tourmentait mon père, qui l'obligeait à se croire en enfer. « Ne l'écoute pas, papa.
criai-je. Il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de douleur. Va en paix, va vers la lumière. En 3 pas, je fus à l'autre bout de la table. De toutes mes forces, j'abattis mon bâton sur la silhouette encapuchonnée. Elle s'effondra dans un cri, et la chaise renversée rebondit sur les dalles. Tirant vivement de ma poche mon briquet et mon bout de chandelle, j'allumai la mèche et regardai autour de moi. La chaise gisait au sol, un manteau noir étalé dessus. J'en remuai les plis au bout de mon bâton. Il ne dissimulait rien. Morgane s'était évaporé. Le bois de la table était sec, sans la moindre flaque d'eau. Appuyé au chandelier de cuivre, il y avait une enveloppe noire. Je m'en saisis. Elle était scellée par un cachet de cire et portait ces mots. À mon nouvel apprenti, Tom Ward. Je brisai le cachet et dépliai une feuille de papier sur laquelle je lus. Tu sais à présent de quoi je suis capable. J'ai piégé ton père dans les limbes. J'ai le pouvoir de l'évoquer chaque fois que je le désire et lui faire croire ce qui me plaît. Il n'y a pas de limite aux souffrances que je peux lui infliger. Si tu veux le sauver, obéis à mes ordres. Premièrement, j'ai besoin de quelque chose qui se trouve dans la maison de Grégory, au grenier, dans un secrétaire fermé à clé. Il y a une boîte en bois contenant un grimoire. Dans ce livre sont consignés des sorts et des incantations puissants. Il est relié de cuir vert. Un pentacle d'argent est incrusté sur la couverture. 3 cercles concentriques entourant une étoile. Il m'appartient, rapporte-le-moi. Deuxièmement, ne parle à personne de ce que tu as vu. Troisièmement, consens à être mon apprenti et à rester à mon service pendant une période de 5 ans à compter d'aujourd'hui. Si tu refuses, ton père en subira les conséquences. Pour signaler ton accord, frappe 3 fois sur la table. La porte est déverrouillée. Quelle que soit ta décision, tu es libre de partir, à toi de choisir. Morgane J. Je ne supportais ni l'idée que l'esprit de mon père fût soumis à de tels tourments, ni celle de devenir l'apprenti de Morgane. Néanmoins, lui laisser croire que j'avais accepté éviterait les souffrances à papa et me donnerait le temps de consulter l'épouvanteur. Lui, il saurait quel parti prendre. Malgré ma répugnance, je le connais donc 3 fois et retins mon souffle. Rien ne se produisit, la pièce resta silencieuse. Je poussai la porte qui s'ouvrit. Le verrou avait été tiré sans que je l'eusse entendu. Je revins jusqu'à la table, soufflai ma bougie, ramassai mon briquet et remis le tout dans ma poche, puis reprenant mon bâton, je quittai la pièce et sortis de la maison. Je faillis tomber à la renverse sous l'effet de la surprise, il faisait grand jour. La neige étincelait au soleil, qui devait être levé depuis un bon moment. Je croyais n'avoir passé qu'une vingtaine de minutes dans cette chambre, or, plusieurs heures s'étaient écoulées. Je n'avais aucune explication au phénomène dont j'avais été témoin. Mon maître m'avait prévenu que Morgane était un homme dangereux, qui frayait avec l'obscur. Je n'avais pas soupçonné qu'il possédait de tels pouvoirs. La perspective d'avoir à affronter de nouveau n'était pas pour me rassurer. Je m'élançai dans la neige, à grande enjambée, impatient de regagner la maison de l'épouvanteur. C'est bon, faut que j'arrête le truc, j'ai envie de lire la suite, moi.